Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, des milliers d'enfants marocains traumatisés par le séisme. Beaucoup ont vu leur maison s'effondrer, certains ont perdu leurs parents. Sur place, des équipes de secouristes tentent d'alléger leur peine. La diplomatie des gorilles au Rwanda, stars de cinéma, chefs d'entreprise et diplomates étaient invités à Kinigi pour baptiser des nouveau-nés. Le tourisme de luxe lié aux primates est aussi source d'importants revenus. Ils confrontent l'art sacré du continent africain à l'univers populaire de Disney. Un artiste qui réalise ses toiles avec pour seul outil un stylo à billes. Raymond Cham est notre invité. Au Maroc, le séisme a infligé des dégâts physiques et matériels considérables, mais pas seulement. Dans le drame, au moins 300 000 personnes ont perdu leur toit. Parmi ces sinistrés, un tiers seraient des enfants qui doivent aussi affronter les traumatismes causés par cette catastrophe. Ils se sont retrouvés sans maison et sans école. Volontaires et secouristes se sont mobilisés pour leur venir en aide. Reportage dans les montagnes de l'Atlas de Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas. Ils ont le regard éteint, ne veulent pas rester seuls. Certains n'ont pas pu sauver leur jouet préféré. En une nuit, ces enfants nés dans les villages berbères de l'Atlas ont perdu tous leurs repères. Parfois le plus précieux, une mère, un père. Ouda, 13 ans, ne sort plus de la tente où elle vit désormais, serrée contre sa grand-mère. Elle est écrasée par son chagrin. Le plafond de ma chambre est tombé. Il faisait noir. J'appelais mon père et ma mère, sous les décombres. J'entendais les gens qui m'appelaient pour me localiser. Je croyais que c'était la fin du monde. Ils ont réussi à me sauver, moi et ma mère. Mais ma petite sœur et mon père sont morts. On ne m'a pas dit tout de suite qu'il était mort. À l'hôpital militaire d'Asni, mis en place par les autorités marocaines, les jeunes patients font l'objet d'un soin particulier. Les blessures ne sont pas toujours visibles. Le père du petit Omar, 3 ans, a demandé à rencontrer le pédiatre. Vous arrivez à gérer le stress après le séisme ? Je m'inquiète pour lui. L'enfant souffrait déjà de problèmes à l'estomac que l'anxiété décuple. Ça va moyen. Il a peur du moindre bruit tout le temps. Il dort mal. Il a vraiment mal au ventre. Ces enfants de familles modestes dorment désormais dans les campements installés progressivement. Plus de maisons, plus d'écoles. 530 sont détruites. Les salles de cours ne sont plus que des tas de gravats. Celles-ci venaient juste d'être rénovées. Sous cette tente, les assistantes sociales de l'armée tentent de recréer la joyeuse atmosphère d'une classe. Nora joue avec ses crayons de couleur pour combler l'ennui, oublier la peur et sa tristesse. J'ai peur qu'il y ait une autre secousse. Et je m'inquiète pour ma mère. Elle était enceinte. Le bébé est mort. Ici, je suis bien. C'est un peu comme à l'école. Pour que les enfants reprennent le cours de leur vie, l'un des principaux défis à venir sera la reconstruction des écoles. En attendant, sous leur tente, ils devront suivre des cours en ligne. Les enfants qui sont aussi les premières victimes des inondations qui ont touché la Libye, selon UNICEF. Glissement de terrain et torrents de boue. Les inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel ont fait des milliers de morts et de disparus, en particulier dans la ville de Derna, située dans l'est du pays. Les équipes d'UNICEF présentes dans le pays depuis plus de 70 ans ont coordonné la réponse humanitaire, notamment en termes d'accès à l'eau et d'assainissement. Écoutez Rokhaya Aidara, porte-parole au bureau régional d'Amman en charge des actions menées par l'agence onusienne en Libye. Une interview réalisée par Aline Bottin. Les enfants sont les premières victimes des inondations en Libye parce que les enfants font partie des populations vulnérables. Donc effectivement, quand il y a ce type de désastre, il y a surtout ce besoin de nous assurer que les enfants sont à l'abri, qu'ils ont un abri qui soit sûr, qu'ils aient les infrastructures dont ils ont besoin, notamment de l'eau, des toilettes, des habits pour les enfants qui sont affectés dans cette zone. Nous savons que plusieurs enfants ont été déplacés suite aux inondations, avec ou sans leur famille. L'appui psychosocial, il est très important parce qu'on sait qu'après un tel événement, plusieurs enfants sont traumatisés, ils ont un stress post-traumatique, ils ont des difficultés à se concentrer, des difficultés à dormir.
Au Rwanda, la population de gorilles vivant à l'état sauvage est estimée à plus d'1 millier, contre seulement 250 en 1980. Kigali a en effet développé un tourisme de luxe accompagné d'une politique de conservation très efficace autour de ces grands singes des montagnes. Chaque année, des célébrités sont invitées à venir baptiser des bébés gorilles lors d'une cérémonie officielle. Reportage de notre correspondant Clément Diroma. Ce sont les trésors du Rwanda. 23 bébés gorilles des montagnes sont nés dans le parc des volcans depuis septembre dernier. Au pied du massif des Virunga, le pays leur dédie une cérémonie chaque année. Stars de cinéma, chefs d'entreprise et diplomates sont venus du monde entier. Ces personnalités proches de Kigali ont le privilège de donner un nom aux nouveau-nés. Vos amis au Royaume-Uni veulent saluer le gouvernement rwandais pour toutes les choses brillantes mises en place dans ce beau pays. Ce ministre anglais est venu vanter les qualités de la petite nation vers laquelle Londres voulait envoyer des milliers de demandeurs d'asile. Pour Kigali, l'événement est l'occasion de se montrer sous un beau jour. Créée en 2005, cette tradition moderne est devenue une véritable campagne publicitaire. Notre économie dépend du tourisme et de la conservation. Et c'est grâce à nos accomplissements, y compris cette cérémonie. C'est important de lui donner une dimension internationale, puisque nous appelons le monde entier à venir voir nos gorilles. En 2022, plus de 100 000 touristes ont visité les parcs naturels du pays. Au moins 600 gorilles sont répartis dans les Virunga entre l'Ouganda, le Rwanda et la RD Congo. Le Nord Kivu est plongé dans une crise sécuritaire depuis mars 2022. Un conflit qui menace la protection des grands singes, selon la directrice de l'UNESCO. Pour les animaux, il n'y a pas de frontières. L'insécurité est une difficulté en plus pour leur sauvegarde. Donc tous les efforts doivent être mis en œuvre pour améliorer la situation. Les Nations Unies accusent Kigali de soutenir le M23, principal groupe armé à l'origine du conflit congolais. Le Rwanda a toujours démenti. C'est un artiste qui associe patrimoine et humour avec brio. Il réanime des chefs-d'œuvre africains pour leur faire quitter leur musée ou leur vitrine et les faire courir dans ses propres compositions originales. Le dessinateur Raymond Cham est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, votre technique, votre marque de fabrique, c'est que vous réalisez toutes vos œuvres à l'aide d'un seul outil, un stylo à billes. Tout à fait. Tous mes tableaux, depuis près de 30 ans, sont travaillés exclusivement au stylo à billes. J'ai choisi le stylo à billes depuis que je suis tout petit. Donc, c'est une longue histoire que je ne peux pas parler ici, sauf que c'est à partir de l'école primaire, quand je dessinais beaucoup, et dans la cour de récréation, il y avait mes camarades qui voulaient à tout prix voir ce que j'avais dessiné sur le papier blanc. Et à chaque fois qu'ils manipulaient le papier, les crayons finissaient par s'effacer. Vous voyez? Alors, par souci de conservation, j'ai dû recourir au stylo à billes pour commencer à dessiner avec. Comme ça, le dessin pouvait résister. Picasso, Matisse ou encore Jeff Koons, on retrouve des références à d'autres grands artistes dans votre travail. Oh, tout à fait, parce que ces grands artistes que vous citez, notamment Picasso, Modigliani, il y en a d'autres, mais les plus connus, d'abord, c'est quand même le maître Picasso. Ils se sont inspirés sur l'art traditionnel africain, voyez-vous. Donc aujourd'hui qu'ils ne sont plus là, et avec tout le talent qu'ils avaient, et moi j'ai toujours lu sur Picasso, sur son ami Matisse, et tout ça. Et finalement, c'est un retour d'ascenseur en quelque sorte. Donc, et vous souhaitez leur rendre hommage? Oui, je leur rends hommage pour avoir été les précurseurs de ce travail. C'est eux qui ont montré la voie pour dire, voilà, on pouvait mélanger les cultures. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Comme j'aime tous les peuples, j'aime mélanger les cultures. Que cherchez-vous à dire avec vos dessins? Quel est votre message? Mon message, si vous regardez très bien mes tableaux, il y a l'ensemble de tous les peuples. J'aime souvent qu'il y ait le mélange, qu'il y ait le vivre ensemble entre les peuples. Parce qu'en fait, c'est un peu l'Afrique avant le découpage, quoi. Il n'y avait pas de frontières. Donc, un Sénoufo de la Côte d'Ivoire pouvait se retrouver, par exemple, chez les Bambara du Mali.
Et un Dogon du Mali pouvait se retrouver chez les Tchokwe en Angola. Voyez-vous, donc il n'y avait pas de frontières. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est de faire recours à cette vie des anciens avant le découpage. Donc ils vivaient ensemble. Et puis, il y a eu des frontières, c'est vrai, mais moi, je vois... les frontières tracées par les Européens. Voilà, tout à fait. Donc, c'est le vivre ensemble. Et vous confrontez aussi l'art sacré de l'Afrique noire à l'univers fantaisiste de Disney, par exemple? Oui, parce que à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, Disneyland. Il y a 200 ans, il n'y en avait pas. Alors moi, aujourd'hui, c'est par les soucis de faire connaître mon travail aux Occidentaux, aux Chinois, aux Américains et aux autres. C'est pourquoi j'ai toujours mélangé parfois les personnages les plus connus pour que mon travail soit découvert. Pour finir, vous êtes donc de passage à Paris à l'occasion de l'exposition Afroglitch qui se tient à la galerie Christophe Persson à Paris. Vos œuvres sont exposées aux côtés de celles des artistes Jourdan Tchofo et John Baptiste Sekouboulwa. À quoi fait référence le thème Afroglitch? Afroglitch, pour moi, je pense, c'est une surprise agréable. Afroglitch, c'est une surprise agréable. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu qui arrive pour nous, les artistes qui vivons en dehors de l'Europe, et même ceux de la diaspora qui vivent ici. Donc, avec les glitch, les autres qui pensaient être oubliés se retrouvent au devant de la scène. Parce que ça va faire plus de 10 ans que nous sommes en train de toquer à la porte du marché international de l'art. Et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on commence à parler aussi de l'art africain aux États-Unis, ici en Europe, et un peu partout. Donc ça me fait plaisir. Je ne peux pas oublier de rendre un hommage à ma mère. Elle vient de me quitter il n'y a pas longtemps. Mes condoléances. Oui. Elle s'appelait Emerance Kalend. J'ai toujours dit, partout je passerai, je rendrai hommage à ma mère. Et je pense que c'est ma mère qui m'a mis la matière pour que je puisse aujourd'hui exploiter l'art traditionnel congolais et même africain. Afroglitch, une exposition donc à retrouver jusqu'au 14 octobre à la galerie Christophe Persson à Paris. Merci Raymond Tcham d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24 et l'information continue. Pour soutenir les victimes du séisme au Maroc, la Croix-Rouge française lance un appel à la solidarité. Tous les dons seront utilisés localement par le Croissant Rouge marocain. France Média Monde s'associe à cet élan solidaire. Ensemble, nous pouvons reconstruire des vies et offrir un soutien indispensable à ceux dans le besoin. Faites un don sur croixrouge.fr et aidez-nous à apporter une lueur d'espoir dans la vie des personnes touchées par cette catastrophe. Merci pour votre solidarité.